Merci beaucoup Anne-Magali, merci beaucoup d'être venu. Donc effectivement, je vais vous parler de ces petites bestioles auxquelles je m'intéresse maintenant depuis effectivement une vingtaine d'années. Donc en fait, on a avec ma collègue Cécile Engrand, c'est un travail d'équipe. Enfin d'équipe, on est deux. Enfin, après on a des thésards, tout ça, mais enfin c'est un travail que j'ai fait principalement avec ma collègue. Et donc depuis 20 ans, en fait, voilà, on cherche ces poussières principalement autour d'une base qui s'appelle Concordia. Donc je vais vous expliquer pourquoi on va là-bas pour ça. Et puis je vais surtout vous expliquer pourquoi on fait ça. Et parce qu'en fait, s'intéresser à la matière extraterrestre, donc évidemment, c'est essayer de s'intéresser à la matière donc interplanétaire, la matière qui provient des astéroïdes et des comètes. Et donc il y a plusieurs grandes questions quand on étudie cette matière. Dans cette matière, on trouve beaucoup de choses. On trouve des phases qui prédatent le système solaire, qui se sont formées dans des enveloppes d'étoiles avant que le système solaire ne se forme. Et puis on peut aussi s'intéresser, si on s'intéresse à des roches martiennes, à de la planétologie, donc à vraiment comment les planètes évoluent, ou si on regarde une roche lunaire, à comment notre satellite s'est formé. Mais quand même, la plupart des gens qui étudient la matière extraterrestre, que ce soit les météorites ou les micrométéorites, s'intéressent en fait à une question assez précise, qui est la naissance de notre étoile et la naissance des planètes. Donc alors, la façon dont naît une étoile, donc ça c'est là, vous avez une vision d'artiste de notre galaxie, ça ressemble à peu près à ça. Alors comme j'imagine beaucoup d'entre vous le savent, on n'est pas au centre, on est rarement au centre en fait, contrairement à ce qu'on peut envier. D'ailleurs heureusement. Et on est plutôt là, disons sur cette vue d'artiste, on est dans un des bras spiraux là. Et donc dans ces zones qui sont essentiellement constituées de vide du milieu interstellaire entre les étoiles, il y a de temps en temps des zones froides et denses qu'on appelle des nuages moléculaires qui peuvent s'effondrer sur eux-mêmes pour donner naissance à une ou plusieurs étoiles, souvent d'ailleurs plusieurs. Alors, ce phénomène-là est un phénomène qui a été conceptualisé il y a assez longtemps. Et puis maintenant, on sait les grandes lignes. Par contre, il y a encore pas mal de choses là-dedans qu'on maîtrise mal. Et donc, c'est cette question-là qu'on se pose, c'est comment ce phénomène arrive, et puis quelles sont ces différentes étapes. Et donc, si on s'intéresse à ça, évidemment, il y a plusieurs solutions. Ça, on peut faire des modèles théoriques, on peut aussi, et surtout, faire des observations. Ce qui n'est pas complètement évident, parce que ces objets-là, donc les étoiles qui naissent, ce n'est pas des objets très gros. Ce n'est pas non plus des objets très lumineux. Bizarrement, les étoiles sont beaucoup plus bruyantes quand elles ont à la fin de leur vie. Elles naissent en fait dans des cocons de façon beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus froide. Donc, ce n'est pas évident à voir. Alors, il y a une autre façon d'aborder ce problème, qui est d'essayer de trouver des objets, là je parle vraiment de matière, qui n'ont pas trop changé depuis la formation, le début du système solaire. Alors ça, c'est une chose qui n'est pas du tout évidente à trouver, parce que l'essentiel de la matière, la quasi-totalité, a terminé dans l'étoile centrale, ou alors a été éjectée. C'est-à-dire, en gros, elle a formé le Soleil. C'est 99,99% de la matière est dans l'étoile. Puis alors après, il y en a beaucoup, comme vous le savez sans doute, dans Jupiter, qui est vraiment la planète massive de notre système. Puis dans la Terre, enfin dans les planètes géantes, et puis dans les planètes plus petites comme la nôtre. Mais si on prend même une planète pas très grande comme la nôtre, ce qui se passe, c'est que les noyaux qui nous constituent toute la matière, vous, moi, ce planétarium, les noyaux eux-mêmes sont issus d'étoiles avant la nôtre. Par contre,
c'est tout ce qu'on sait, c'est-à-dire au sens où les phases minérales, leur arrangement, comment ils étaient, sous quelle forme de poussière ils étaient avant que la planète ne se forme, ça, c'est totalement oublié sur une planète. La planète a radicalement modifié l'architecture. Donc, pour arriver à trouver des phases qui n'ont pas trop changé, en fait, il faut s'intéresser aux petits corps. C'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de scientifiques qui s'intéressent aux astéroïdes et aux comètes, c'est parce que eux contiennent des poussières, de la matière qui n'a pas trop changé depuis 4,5 milliards d'années. Donc, alors, les météorites, donc ça, c'est connu depuis assez longtemps. Enfin, ça remonte même jusqu'aux Égyptiens. Ils collectaient déjà ces cailloux un peu étranges, où il y avait, pour certains d'entre eux, beaucoup de métal, de fer-métal. Mais c'était pas clair jusqu'à... En fait, c'est seulement relativement récemment, il y a 2 siècles à peu près, qu'on sait de façon claire que ces objets-là sont extraterrestres. Que c'est pas, d'ailleurs, le nom même, météorite, météore, aérolite, ça, c'est un nom qui désigne pas forcément le ciel. À cette époque-là, il y avait encore un doute. On savait pas très bien d'où venait. Bon. Mais enfin, ça fait un temps que c'est collecté, puis que c'est dans les collections. Donc, par exemple, au muséum, on en a beaucoup. Dont, par exemple, cette météorite dont je vais vous parler à plusieurs reprises au cours de cette conférence, qui s'appelle Orgueil, qui est un peu notre orgueil national, mais qui est une météorite qui est particulièrement intéressante. Alors, j'ai pas mis beaucoup de graphes dans cet exposé, mais je vais juste vous dire un mot sur celui-ci, qui vous compare la composition d'Orgueil ici, c'est-à-dire cette météorite, par rapport à la composition de la photosphère solaire. Alors là, alors je suis désolé, c'est un tout petit peu, peut-être pour certains d'entre vous, ce sera un petit peu mystérieux, mais c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un pas de 1, là, on fait un facteur 10. Ça veut dire que ces points-là, cet élément-là est 10 fois plus abondant que celui-ci, qui est 10 fois plus abondant que celui-ci. Donc, je vais décrire ce graphe de façon beaucoup plus simple. Ici, vous avez des éléments majeurs constitutifs de notre monde, et ici, vous avez des éléments mineurs, puis des éléments en traces, en ultra-traces. Et donc, ce que vous dit cette courbe, enfin ce graphe, cette ligne, c'est que c'est une droite de pente 1. Ça veut dire que c'est exactement les mêmes compositions, cette roche-là a la même composition que le Soleil. Ce qui est quelque chose d'absolument remarquable, parce que ce que ça veut dire, c'est que vous tenez dans les mains, quand vous avez cette roche-là, une roche qui a, que ce soit ces éléments majeurs, mineurs, en traces, en ultra-traces, à quelques exceptions près qu'on peut discuter, vous avez la composition du Soleil. Donc on sait à peu près, d'abord quelle est la composition du Soleil avec ça, mais aussi on sait une chose avec ça, c'est qu'il existait au moins certains endroits, mais enfin une grande partie du nuage de gaz et de poussière qui entourait le Soleil, qui était relativement bien mélangé. Et il existe des astéroïdes ou des comètes qui ont conservé comme ils ont encapsulé cette composition-là. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que cette roche-là est une roche de référence pour nous. Alors, pour chercher plus de météorites et qui soient différentes de celles-ci et qui puissent nous raconter des choses sur notre passé, sur la façon dont les planètes se forment, pendant longtemps, les météorites ont été trouvées donc, dans les déserts chauds. Je vous parlais des Égyptiens, c'est pour ça qu'ils trouvaient pour ça qu'il y a pas mal d'occurrences de météorites dans l'Égypte ancienne, parce que c'était des déserts sur lesquels, lorsqu'un caillou tombe, il n'est pas tout de suite enseveli dans une végétation ou de sable, de pierre. Mais depuis une trentaine d'années, peut-être même d'ailleurs un peu plus, depuis une cinquantaine d'années, l'essentiel des météorites vient de déserts chauds, de déserts froids, pardon, et essentiellement d'Antarctique. Alors, la raison pour laquelle on trouve beaucoup de météorites en Antarctique est indiquée sur cette image qui m'avait été transmise par un collègue japonais, comme vous pouvez constater, parce que c'est eux qui ont découvert ce phénomène d'accumulation. C'est pas du tout qu'il y a plus de météorites qui tombent en Antarctique, c'est qu'en Antarctique, en fait, il y a des phénomènes d'accumulation qui font que les météorites tombent, mais comme le fleuve de glace bouge et puis de temps en temps rencontre des obstacles,
ben, la glace s'évapore et les météorites restent. Et donc on peut, à certains endroits, dans des champs de glace bleue, trouver énormément de météorites au même endroit. Enfin, au même endroit, sur quelques kilomètres carrés. Parce qu'en fait, quand on regarde le sol, on ne regarde pas 1 mètre carré, on regarde 1 million de mètres carrés d'un coup. Et donc, évidemment, la probabilité de trouver à ce moment-là des phénomènes rares augmente. Si vous voulez, je vous raconterai une anecdote, comment il est tombé là-dessus. Mais bon, je vais continuer parce que sinon... Alors, les météorites proviennent, pour la plupart, une très très grande partie d'entre elles, de la ceinture d'astéroïdes. Donc les astéroïdes, c'est ce type d'objet. Alors là, je vous ai mis une petite... donc ça, c'est pas du tout une vue d'artiste. C'est la captation par la sonde Hayabusa 2, dont vous avez peut-être entendu parler, de l'astéroïde Ryugu. Donc là, cette sonde japonaise non seulement est allée vers cet astéroïde, qui est un astéroïde dont l'orbite est très proche de celle de la Terre, et elle s'est posée dessus 2 fois. Elle a fait 2 touchdowns, comme on dit, et elle a ramené des échantillons de cet astéroïde sur Terre l'an dernier, en 2020, en décembre 2020. Et là, nous les analysons en laboratoire. On est plusieurs laboratoires à avoir eu des échantillons de cet astéroïde. C'est un succès scientifique et technique absolument remarquable. C'est incroyable le succès de cette mission. C'est la première fois qu'il y a un retour sur Terre d'un échantillon comme ça, d'un astéroïde carboné en plus. Voilà. Donc on apprend beaucoup de choses là sur des objets donc, qui n'ont pas trop changé depuis le début du système solaire, même s'ils ont quand même un petit peu évolué. Ryugu, par exemple, a une histoire un peu compliquée parce qu'il est issu de la rupture d'un corps plus gros. Mais ça reste quand même des objets, donc la ceinture d'astéroïdes, hein, c'est une ceinture d'objets comme celui-ci qui est située entre Mars et Jupiter. Donc c'est pas tout près de nous, mais enfin c'est quand même vraiment notre banlieue immédiate. Et surtout c'est un petit peu le même monde que nous, c'est-à-dire c'est un monde de roches, ce qu'on appelle un monde tellurique. Et le système solaire, lui, il est beaucoup plus grand que ça. Donc là, je vous l'indique ici de façon un peu symbolique. Vous avez ici le Soleil. Ici, vous reconnaissez les 4 planètes telluriques dont je viens de vous parler, enfin, le monde dont je vous parlais, avec Mercure, Vénus et la Terre, et puis Mars en tout petit, là. Et puis tout d'un coup, ici, vous avez les planètes géantes, donc gazeuses et puis glacées. Uranus et Neptune. Vous voyez qu'il se passe vraiment ici quelque chose de complètement remarquable. Hein. On passe en gros de petites planètes rocheuses à des monstres gazeux. Alors je ne sais pas si vous savez la raison de cette dichotomie qui est vraiment violente, hein, au sens où l'architecture de notre système solaire, là, il y a une marque frappante. En fait, la responsable de cette architecture est une toute petite molécule. C'est la molécule d'eau. C'est vraiment la molécule d'eau qui est responsable de ce saut entre des toutes petites planètes et des très grandes planètes. Alors la raison, c'est que les planètes, en fait, quand elles croissent par accrétion de solides. Donc elles attirent des solides entre elles pour grossir. Et il se trouve que lorsque le système solaire était jeune, donc les planètes n'étaient pas encore formées, il y avait des proto-planètes, si vous voulez, en gros, des espèces d'astéroïdes, on va dire, des groupes de plus en plus gros. Mais ces astéroïdes croissent suivant le nombre de solides qu'ils ont autour d'eux. Et il se trouve que quand vous vous éloignez de l'étoile, la température chute. Et donc vous allez passer ce qu'on appelle une ligne, qu'on appelle la ligne des glaces, à partir de laquelle la température est suffisamment basse pour que cette toute petite molécule d'eau passe de la phase gazeuse à la phase solide. Donc vous vous retrouvez à un endroit ici, alors si on imagine maintenant que ces planètes n'existent pas encore, où tout d'un coup, vous avez beaucoup de solides en plus qui sont de la glace. C'est de la glace. Et cette présence de glace fait que, à cet endroit-là, donc à l'endroit de la croissance de Jupiter, eh bien, il y a eu une accrétion de solides beaucoup plus rapide,
Et donc, vous arrivez à dépasser une masse d'à peu près une dizaine de masses terrestres, à partir de laquelle l'objet est suffisamment massif pour commencer à aspirer du gaz. Et c'est pour ça que vous faites des planètes gazeuses. Donc voilà, alors, tout ça pour dire que ce monde-là, le monde, disons, de la glace, avant que les planètes ne se forment, est un monde qui est a priori quand même sensiblement différent. C'est un monde où il y a beaucoup plus de volatiles. De volatiles au sens de molécules plus volatiles. Donc c'est un monde qui est très très intéressant et qu'en fait on connaissait relativement peu avant. Donc c'est ce monde-là que je vous propose d'explorer. Alors pourquoi je vous parle de ça un peu en détail? Parce que je ne sais pas si vous le savez là, mais on vit depuis une dizaine d'années, dans les 10 ans qui viennent, enfin, révolution c'est un grand mot, mais disons une période qui est complètement nouvelle pour nous, parce que il y avait eu les retours d'échantillons des missions Apollo, hein, dans les fin des années 70, fin des années 60, début des années 70, où on a appris énormément de choses sur la Lune, on a appris en particulier son origine, mais depuis, il n'y avait plus jamais eu de retour d'échantillons spatiaux. Parce que c'est très compliqué, ça demande des missions complexes, qui souvent d'ailleurs peuvent échouer. Et or là, depuis 10 ans, coup sur coup, il y a eu donc des missions d'études de comètes, avec Deep Impact, ça a commencé, puis Stardust en 2006, puis l'étude de la comète Rosetta, Churyumov-Gerasimenko par la sonde Rosetta, et maintenant le retour d'échantillons d'Hayabusa dont je vous ai parlé, que nous avons actuellement en laboratoire, et à la fin de l'année, là, il va y avoir le retour, donc ça c'est des images assez stupéfiantes que vous pouvez trouver sur le web de la NASA, de l'astéroïde Bennu, qui a été échantillonné par la sonde américaine OSIRIS-REx, et qui va revenir là, à la fin de cette année. Donc c'est vraiment une époque un peu bénie, et d'ici une dizaine d'années, il va y avoir un retour d'une lune de Mars, de Phobos, par la mission japonaise MMX. Donc on a vraiment là des échantillons complètement nouveaux en laboratoire, et surtout dont on connaît le corps parent, ce qui est totalement nouveau pour nous. Donc voilà, donc c'est vraiment une période... Alors, et surtout, vous voyez que avant, on avait principalement des échantillons ici de la ceinture d'astéroïdes, un petit peu d'échantillons cométaires dont je vais vous parler, mais là maintenant, on commence à échantillonner pas mal de corps du système solaire, donc on va en apprendre plus, et aussi avec ici la mission New Horizon, dont je vous dirai un mot, qui est en train de sortir là, qui est au-delà de Pluton, et qui est en train de faire des images des objets qu'on appelle transneptuniens. Voilà. Alors, donc, je vous ai parlé des astéroïdes, des météorites. Alors maintenant, passons aux comètes et passons à la poussière. Alors, donc, le monde dont je vous parlais avant, c'est le monde qui est ici, au centre. Au-delà de Pluton, alors c'est un petit peu symbolique comme image parce que c'est beaucoup moins dense que ça, mais il y a une ceinture d'objets glacés, puisque donc on est au-delà de la ligne des glaces, qui sont, disons, des comètes qui ne sont pas encore actives. Elles deviendront comètes si jamais elles rentrent dans le système solaire interne et qu'elles chauffent et qu'elles relarguent leur gaz et leur poussière pour former les objets que vous avez déjà vus, au moins j'imagine en images, qui sont ces objets très spectaculaires. Et alors il y a deux réservoirs de comètes, donc il y a la ceinture de Kuiper au-delà de Pluton, donc on est quand même déjà à 70 unités astronomiques, donc 70 fois la distance Terre-Soleil. Et puis vous avez un deuxième réservoir d'objets, encore plus lointain, le nuage de Oort, avec aussi des objets glacés. Lui, c'est au-delà de 5000 unités astronomiques, et ça va jusqu'aux confins du système solaire, c'est-à-dire 200 000 unités astronomiques. C'est les derniers objets gravitationnellement liés à notre étoile. C'est des objets qui sont quand même pratiques. Alors pour eux, inatteignables pour nous, autrement que par imagerie. Mais la ceinture de Kuiper, on y arrive tout juste. Voilà. Alors, si on veut étudier ces objets, on peut essayer de s'intéresser à ça. C'est-à-dire, on sait qu'ils relarguent des poussières, et on sait que ces poussières sont reliées
par exemple, vous savez sans doute que la Terre franchit régulièrement, il y a ce qu'on appelle des averses d'étoiles filantes, en été par exemple. Ces averses sont liées, c'est-à-dire en gros il y a beaucoup plus d'étoiles filantes que d'habitude, ces averses sont liées vraiment au passage de la Terre dans le tore, non pas dans la queue d'une comète, mais dans ce qu'elle a relâché il y a 2, 3 siècles ou 10 siècles. Voilà. Donc c'est de la poussière, ça, cométaire. Donc cette poussière tombe sur Terre. Alors là, vous ne pouvez pas le lire parce que malheureusement, je réalise que la résolution n'est pas suffisante. Mais enfin, comment dire, le concept du fait que l'idée que les comètes pouvaient relarguer de la poussière et que cette poussière pouvait être similaire à celle de certaines météorites, c'est déjà, Arago avait déjà cette intuition, sans réellement avoir d'objet pour le décrire. Mais les premiers qui trouvent cette poussière sur Terre, donc de la poussière extraterrestre, et qui arrivent à la reconnaître et à, de façon très intelligente, voir que qu'ils ont des objets extraterrestres en main, c'est une expédition anglaise qui s'appelle le Challenger, dont je vous conseille d'aller voir les planches qui sont sur le web et qui sont en fait diffusées par le Muséum d'Histoire naturelle de Londres. C'est des planches magnifiques. Donc c'est des dessins, et ils trouvent au fond des océans ce type d'objet rond avec du fer-métal dedans, et de façon extrêmement intelligente, ils arrivent à reconnaître que ces objets-là sont très vraisemblablement des objets extraterrestres. Donc c'est ce type d'objet, ça s'appelle des sphérules cosmiques, et donc c'est des poussières qui, en rentrant dans l'atmosphère, fondent complètement et acquièrent cette forme sphérique, et contiennent de la matière, mais qui est quand même assez violemment modifiée par voilà, ça c'est ce que je vous racontais, pardon, voilà. Donc ça c'est l'endroit où ils les ont trouvés, c'est au centre des océans. Alors la raison pour laquelle ils trouvent ça là, c'est une raison assez simple, hein, c'est que le centre des océans est en fait un endroit vous êtes très éloigné des côtes, et c'est un endroit où il y a en fait très très peu de poussière terrestre. C'est pour ça qu'ils arrivent à trouver cette poussière extraterrestre. Mais il y a un autre endroit où il y a très peu de poussière terrestre, évidemment, c'est les pôles. Alors le premier qui a l'idée, à ma connaissance, c'est Erik Nordenskjöld, je le prononce certainement très très mal. C'est un explorateur qui a une histoire assez compliquée, parce qu'il il a été finlandais, puis russe, puis enfin déjà à l'époque c'était une région où les frontières étaient fortement disputées. Et il était surtout connu pour explorer ici le pôle Nord. Et c'est lui qui propose, le premier, d'aller chercher dans la neige des pôles des poussières extraterrestres. Alors il dit qu'il en a trouvé, il envoie une lettre au Muséum d'Histoire naturelle, qui est traduite par Dobré. On peut se demander si vraiment il les a trouvés, parce que c'est un peu étrange, cette description. Mais bon, en tout cas, l'idée est bonne. Ce qui souvent est le cas. Souvent, il y a des bonnes idées, et puis c'est seulement un peu après qu'on arrive à faire vraiment la manip qui marche. Alors maintenant, en fait, il y a beaucoup de bases au pôle sud. Alors le pôle sud est, juste un mot à propos de ça, pour chercher de la poussière extraterrestre, le pôle sud est incomparable par rapport au pôle nord pour plusieurs raisons, mais la principale raison, c'est qu'il est beaucoup plus isolé des continents que le pôle Nord. Vous voyez, le pôle Nord est situé ici, et en plus le pôle Nord, c'est pas, il n'y a que le Groenland, parce que du côté nord, le pôle lui-même, c'est-à-dire celui-là, là, il n'y a pas de continent en dessous, il n'y a que quelques mètres de glace, quoi, très jeune. Donc nous, on va au pôle sud donc, pour trouver nos météorites, nos micrométéorites, et on va sur cette base-là. Je suis désolé, on n'arrive absolument pas à lire sur ces images-là. C'est une base qui s'appelle Dôme C, donc qui est située au centre de l'Antarctique, sur les hauts plateaux. Alors juste pour vous donner une idée de la taille, pour peut-être ceux qui ne sont pas habitués à ce continent, qui est un peu éloigné de nous quand même, l'Antarctique c'est quand même très grand. Hein. C'est là vous voyez la carte des États-Unis et la carte de l'Antarctique. Donc c'est un continent qui est pas évident d'accès, donc c'est l'Institut polaire qui nous permet de faire nos expériences là-bas. Donc ça, c'est une véritable chance, au sens où nous sommes vraiment avec les Anglais, avec quelques pays comme ça,
un pays qui a une très forte tradition d'expédition polaire avec de la logistique lourde qui permet vraiment de faire des manips. Ça, c'est des images que j'avais faites à l'approche de Dumont-d'Urville. Donc en fait, on part avec ce bateau à l'époque, l'Astrolabe, et puis on part de Tasmanie ici, et on va tout droit. Bon, le cap est assez simple, vers Dumont-d'Urville, ici, la côte. Et alors il n'y a pas de glace jusqu'à ce qu'on arrive ici, puis à partir du moment où on arrive là, on rentre dans voilà, des zones où il commence à y avoir pas mal de ce qu'on appelle du pack, c'est de la glace de mer qui débacle plus ou moins. Donc il faut arriver à se trouver un chemin là-dedans. Enfin, c'est les gens du bateau qui font ça. Et puis à la fin, si on a suffisamment de chance, on arrive à la côte que vous apercevez ici. Et donc une fois qu'on est à la côte, on n'est pas rendu parce que nous voulons aller ici, sur les hauts plateaux, parce que c'est vraiment la zone qui est très protégée. Donc ça, c'est des images que j'avais faites. Alors notre matériel, en fait, est amené par l'Institut polaire depuis Dumont-d'Urville jusqu'à Domsée, mais c'est très très long. Alors ça aussi, c'est une spécialité française d'avoir fait ce genre de choses, des traverses comme ça. On a été le premier pays à s'enfoncer aussi profondément avec des convois terrestres. Ça demande une logistique, ça a mis des années à être mis au point. Mais alors c'est remarquable parce que ça permet de transporter des charges très très lourdes pour un prix bien inférieur à une logistique aérienne. C'est vraiment une des prouesses de l'Institut polaire. Et puis nous on voyage plutôt voilà, par avec ce genre de petits avions sur des twin otter qui nous permettent de rejoindre depuis la côte jusqu'à Domsée en quelques heures. Il y a 1100 km, mais ça va pas très vite. Ces avions sont pas très rapides. Alors le raid, lui, il est encore plus... quand on est à fond, ils sont à 7 km/h. Donc c'est un petit peu long comme trajet. Mais bon. Et puis c'est pas évident parce qu'il faut monter. Donc là, ici, on est à 3200 mètres d'altitude. Donc c'est un équivalent presque de 4000 mètres en termes d'oxygène. Donc c'est des conditions un peu, voilà, un peu particulières. Donc ça, c'est la base Concordia, que vous avez peut-être déjà vu. Donc c'est une des très rares bases qui soit construite au centre de l'Antarctique. Autant il y a beaucoup de bases à la périphérie, enfin pas mal. Construire une base au centre, c'est une vraie prouesse. Hein. C'est justement parce que le raid existe que cette base a pu être construite. Et donc là, vous la voyez, c'est une magnifique vue qui a été prise en hiver. Vous voyez les deux bâtiments. Donc il y a deux bâtiments pour des raisons de sécurité parce que la chose la plus dangereuse en Antarctique, c'est vraiment ce qu'on craint le plus, c'est un incendie, hein, de ce qui est déjà arrivé dans la première base française à Port-Martin. Mais là, dans cette base, c'est particulièrement critique parce que donc les températures, quand en été il fait relativement frais, il fait à peu près moins 30 jusqu'à moins 60. Par contre, en hiver, c'est-à-dire une fois qu'il n'y a plus de lumière, donc à partir entre février et puis octobre, donc tous les mois d'été chez nous, donc pendant l'hiver austral, là la température peut chuter jusqu'à moins 80. Et pendant tous ces mois-là, donc l'hivernage, cette base est totalement inaccessible. Aucun avion ne peut se poser par des températures pareilles, l'importance de l'air est faible. Donc il ne faut absolument pas qu'il leur arrive quelque chose pendant tous ces mois-là, et ils sont en gros entre 10 et 12 à vivre, à hiverner sur cette base pour en particulier la maintenir à température. Voilà. Donc moi, je n'ai jamais hiverné là-bas. Par contre, j'y suis allé plusieurs fois en été pour mener ces campagnes de recherche de micrométéorites. Alors, on a été les premiers à faire ça là-bas, donc on a testé beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses que j'avais amenées au début qui n'ont pas, comme souvent dans ce genre de cas, on essaye et puis on fonctionne par essai-échec. Puis finalement, on a trouvé la bonne façon de faire pour trouver ces micrométéorites. Ça consiste à creuser. Alors, on ne le fait pas à la main, hein. On le fait avec des engins, des tranchées assez profondes qui permettent d'atteindre ici des couches de neige qui prédatent
toute arrivée de logistique humaine à cet endroit-là. Donc là, dans ces couches de neige, on est dans les années 50-60. Donc là, il n'y avait absolument jamais personne qui était venu à cet endroit-là. Donc c'est une neige qui est absolument, qui est remarquablement pure. On peut fondre des tonnes et des tonnes, des mètres cubes et des mètres cubes de neige à travers un filtre. Il n'y a pratiquement aucune poussière. Les seules poussières terrestres qu'on ait, c'est des poussières que nous avons ramenées. Donc on va creuser ces tranchées un petit peu loin de la base. Et puis ensuite, après, on nettoie la paroi de la tranchée, parce qu'on l'a toujours... quand on fait ce genre de choses, on n'est jamais très propre. Et puis ensuite, après, une fois que c'est très très propre, on met ce genre de combinaison, vous voyez, et hop, on met notre neige dans des bidons. Donc c'est très manuel, sauf qu'on est voilà, un équivalent de 4000 mètres, et que là, comme vous pouvez le constater, on le voit bien sur cette image, on est très souvent à l'ombre. C'est tout anodin pour nous, parce qu'en fait, il fait moins 50 là. Donc souvent, en fait, dans les faits, on reste pas très longtemps dans la tranchée. Assez rapidement, on revient à la base, on se réchauffe, puis on y retourne. Et donc, on ramène nos bidons ici à la base. Alors là, je crois que ça devait être Cécile, et puis là, on était 3 cette année-là. Voilà. Alors, à la base, c'est assez simple. On s'installe dans une tente, on nettoie tout, et puis on va vider notre neige dans un fondoir. Et ensuite, on filtre ici, vous voyez l'eau circuler, et ici, on fond la neige. Alors, c'est un système de bain-marie qui permet d'avoir une cuve interne qui reste ultra propre, et avec une vidange particulièrement bien étudiée. Et on va filtrer ici jusqu'à 20 microns nos particules. Et voilà, donc là, vous voyez un filtre avec des tout petits grains noirs ici. Et ça, c'est Lucie Deloche, une membre de notre équipe, qui vérifie. Alors, on vérifie les filtres sur place, et avec les années, on a appris que c'était vraiment la chose à faire, il fallait le faire le moins possible. C'est-à-dire qu'il fallait regarder le filtre et puis être très content si jamais il n'y a rien dedans. S'il n'y a rien dedans, c'est un très bon signe. Si jamais on commence à voir des choses dedans, c'est qu'en gros, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans la journée, et qu'on a produit de la poussière. Parce qu'en fait, la poussière extraterrestre, elle est toujours là. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas là. Donc voilà, donc on vérifie qu'il n'y a pas eu de source de pollution. Puis ensuite, on referme le filtre tout de suite, on pompe pour le sécher, et puis on le met sous azote, on le scelle et on le ramène à Orsay. Ou alors là, à Paris. Et donc, une fois qu'on a... Alors, ça fait longtemps qu'on fait ça, donc on a collecté beaucoup de grains, on en a des milliers, et donc après, on les étudie, et vous voyez que on trouve toutes sortes d'objets, depuis des sphérules cosmiques qui ressemblent beaucoup aux objets ronds là, dont je vous ai parlé avant, c'est des micrométéorites qui ont complètement fondu à l'entrée atmosphérique. Ici, vous voyez des objets qui ont partiellement fondu, donc là, on l'a découpé, puis vous voyez des vésicules là-dedans, qui sont le signe du dégazage de la particule qui contient des gaz ou des volatiles lors de l'entrée atmosphérique, mais elle a que partiellement fondu. Il y a des objets, alors ça c'est des objets un petit peu bizarres, c'est des objets qu'on étudie de plus en plus, je pense qu'ils sont particulièrement intéressants, c'est des micrométéorites cristallines. Puis il y a des objets comme ça à gros grains, et puis il y a des objets dont maintenant je vais vous parler, qui sont ces objets-là, à grains très très fins, et c'est ceux qui nous intéressent le plus. Alors pourquoi? La première raison, elle est assez simple. D'abord, ils n'étaient pas connus, c'est nous qui les avons trouvés, on était particulièrement contents. Et parce que, tout simplement, ils tombaient ailleurs. Hein. Mais ailleurs sur Terre, quand ces objets tombent, ils sont très rapidement détruits, parce qu'en fait, ils sont très friables. Mais nous, ils ne sont pas détruits là où nous faisons nos collectes, simplement parce qu'ils tombent dans de la neige, et que c'est un endroit qui est extraordinairement froid, et qui donc ne voit jamais l'eau liquide. Or, l'eau liquide est destructrice parce qu'il y a des cycles de congélation et de congélation. Donc en fait, ces objets-là, ils ne survivent pas ailleurs. Ils tombent ici, hein. Ils tombent sur Saint-Étienne, mais sauf qu'ils sont détruits très rapidement. Voilà. Donc en fait, là-bas, c'est un des rares endroits où on arrive à les trouver. Alors quand on étudie ces objets, bon là je vais passer un peu rapidement, mais enfin,
voilà, c'est très manuel, hein, c'est-à-dire qu'on va les extraire des filtres, on les sépare, ensuite on les fragmente, on fait vous voyez, des petits bouts dans un... Et puis on va aller prendre un bout et on va aller l'étudier ici, par exemple, avec des microscopes électroniques, on va regarder les compositions de ces grains. Puis ensuite, après, on les rentre dans une database et on se constitue notre petite collection de grains sur laquelle on va pouvoir faire notre science. Alors, juste un mot quand même, pour vous donner une petite idée de la façon dont on travaille, c'est que, en fait, ces grains, un seul fragment, on peut passer une année dessus. On va aller l'étudier dans énormément d'endroits, souvent en France, mais parfois à l'étranger, avec des engins qui peuvent être particulièrement gros. Il peut y avoir, par exemple, des synchrotrons à soleil ou des... Et on va aller regarder toutes sortes de choses dedans, c'est-à-dire les compositions minérales, on va le regarder à beaucoup d'échelles, on va le regarder à l'échelle de la fraction disons une dizaine de microns, donc un dixième de millimètre, ou une centaine de microns, un dixième de millimètre pour le grain entier, puis un centième de millimètre, puis ensuite on va aller descendre en dessous du micron, on va aller regarder à l'échelle, même dans certains cas, puis on espère peut-être avec Anne Magali dans quelques temps, à l'échelle quasiment du nanomètre. Donc voilà. Et à toutes les échelles, évidemment, on a des informations, puisque cette matière est en fait une matière qui est ce que nous appelons très déséquilibrée, c'est-à-dire que sont juxtaposés, il va y avoir une coexistence de phases qui normalement, sur une planète par exemple, n'existent absolument pas, qui sont des phases soit de très haute température, juste à côté d'une phase de très basse température, parce qu'elles se sont juste collées ensemble, et elles n'ont pas bougé depuis le début du système solaire. Voilà. Donc voilà, donc on utilise les engins les plus performants qu'il y a, et ensuite, ah oui, alors un mot, je voulais vous dire un mot là-dessus, c'est que comme ça fait longtemps qu'on fait ça, en fait on s'est constitué toute une collection, donc on a des milliers de grains. Et bien, ça nous a permis de faire une chose, c'est qu'on s'est mis à les compter. Bon, alors les compter, ça, on l'avait déjà fait, mais enfin, on les avait mesurés. Et comme il y a quelque chose à Domsée de particulier, c'est que le taux de précipitation de neige est extrêmement stable. Tout simplement parce qu'il neige très très peu. Pour vous donner une idée, au centre de l'Antarctique, à Domsée, il tombe 3 cm d'équivalent eau par an. C'est rien. Alors, c'est vraiment une grosse pluie. Sauf qu'il ne pleut pas, bien sûr. C'est juste des tout petits cristaux de neige qui tombent. Donc c'est un désert. C'est vraiment un désert là-bas, extrêmement sec. Alors pourquoi pour nous c'est très intéressant? C'est que ce que ça veut dire, c'est que si nous sommes capables, et ce que nous avons fait parce que nous sommes des gens organisés, de connaître le volume de neige que nous avons fondu, on est capable de remonter à la surface équivalente que ça représente, puisqu'on connaît le taux de précipitation qui est parfaitement stable. Donc ça veut dire que si nous savons le nombre de micrométéorites que nous avons, eh ben on est capable de savoir combien il tombe de micrométéorites par mètre carré et par an. Et bien ça vous donne un flux. Ça vous dit combien il en tombe par mètre carré et par an à cet endroit-là. Alors on a trouvé combien il en tombe, et puis si jamais on extrapole à toute la Terre, on obtient un chiffre de l'accrétion de poussière sur Terre. De l'accrétion de poussière qui tombe sous forme de poussière à la surface de la Terre, parce qu'on a une partie qui est détruite à l'entrée atmosphérique. Mais rien que le nombre de poussières qui tombent à la surface terrestre, c'est 5000 tonnes. Voilà le chiffre sur lequel on tombe. Alors 5000 tonnes, ça paraît un peu gros comme chiffre, mais enfin, ramener à la surface de la Terre, ça fait quand même pas beaucoup par an. Ça fait quelques dizaines de poussières par mètre carré et par an. Mais, par rapport aux météorites, c'est beaucoup, beaucoup plus. Ce chiffre-là, maintenant, commence à être bien connu pour les météorites, et il est à peu près entre 5 et 10 tonnes. Ça veut dire que ce qu'on montre là, mais qui était déjà connu avant, sauf que nous l'avons précisé, c'est que l'essentiel de la matière extraterrestre qui tombe sur Terre, c'est de la poussière. De très, 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 très loin. Les météorites comptent pour du beurre, on ne compte presque pas, en termes de masse, j'entends. Le seul contributeur réel, c'est si jamais on attend suffisamment longtemps,
disons quelques millions d'années, dizaines de millions d'années ou centaines de millions d'années. Alors là, par contre, il peut y avoir une contribution majeure d'un seul coup. Et ça, c'est plus désagréable. Mais bizarrement, d'un point de vue statistique, c'est équivalent à notre contribution, si je puis dire, c'est-à-dire la poussière. C'est les apports des catastrophes, des bolides, des grosses catastrophes de percussion de gros objets sont équivalentes sur la très longue durée. Voilà. Donc voilà, on était très content d'obtenir ce chiffre. D'ailleurs, la personne qui a fait ça s'appelle Julien Rojas. Il était en thèse dans notre laboratoire. Donc, il a fait un gros travail qui était particulièrement ingrat au début, parce qu'il faut quand même se taper le comptage de tout ça. Mais une fois qu'il l'avait fait, voilà, il a pu sortir ce chiffre, ce qui était très bien. Alors, je vais revenir à mes petites poussières friables là. Donc, quand on les a trouvées, on s'est concentré là-dessus, puis alors on s'est mis à les étudier. Et puis, il est arrivé une chose qui n'arrive pas très souvent, c'est qu'on est tombé sur un truc auquel on ne s'attendait pas du tout. Celle-là, ça, on s'y attendait. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a démarré les manips et puis les expés avec Cécile, c'est ça qu'on espérait. On espérait trouver ça. Donc, quand on les a trouvés, on était très contents. Par contre, ces objets-là, ça, on s'y attendait pas, puis on est même, pour tout vous dire, passé à côté pendant pas mal d'années. On est passé à côté pendant au moins 5-6 ans. On les classait comme des pollutions. On ne pensait pas du tout que c'était extraterrestre. Puis on a réalisé que c'était extraterrestre. Et alors pourquoi on ne pensait pas que c'était extraterrestre? C'est à cause de ça. Alors ça, c'est notre... Enfin, à nouveau, j'ai quelques spectres qui traînent ça et là dans ces diapos, mais c'est la composition de ce grain-là friable que vous voyez. Et donc, c'est la composition qu'on arrive à voir avec les rayons X dans un microscope électronique. Le point important là qu'il faut juste voir, que je vais juste vous décrire, c'est le fait que ces poussières-là sont extrêmement riches dans cet élément-là qui est le carbone. Mais elles sont tellement riches en carbone que près de la moitié du grain, et pour certains grains, est constitué à 80% de matière carbonée. Et alors ça, a priori, enfin, on ne connaissait pas de grains comme ça, et c'est quasiment impossible d'imaginer qu'en gros, il y a quelque part dans le milieu interplanétaire un objet qui est constitué à 80% de carbone. Ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, on se demande, enfin, on n'avait pas réalisé que ces poussières étaient extraterrestres. En fait, c'est grâce à un étudiant qui a étudié ces poussières beaucoup plus précisément que nous lui avions demandé, qui est revenu avec des analyses en nous disant, regardez, il y a ça, ça, ça. Et du coup, on a réalisé qu'en fait, c'était une composition très bizarre. Et ensuite, après, on est allé l'analyser avec un engin qui s'appelle une NanoSIMS, qui est un engin qui permet de regarder des isotopes. Donc, alors ça, c'est un terme un peu barbare, mais ce que ça fait, c'est qu'on regarde le rapport entre les deux formes de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, il y a l'hydrogène lui-même, et puis il y a l'hydrogène avec un neutron, qui s'appelle le deutérium. Donc le deutérium est très rare sur Terre, son rapport, donc on appelle le rapport D sur H, très bien connu. Et il se trouve que nos poussières avaient des D sur H, donc étaient très très élevés, qui étaient 10 fois, 30 fois la valeur terrestre, et ça n'arrive pas sur Terre. Et donc, du coup, c'est clairement un signe, non seulement de matériaux extraterrestres, donc ça prouvait de façon absolument indubitable que ces poussières étaient extraterrestres, mais surtout, en plus, ça montrait que l'hydrogène de cette matière, donc ce qui provoque ces petites taches là que vous voyez, il est porté par la matière carbonée. Ça, c'est l'autre chose qu'on a pu montrer de façon absolument indubitable aussi. Et donc, ça veut dire que cette matière carbonée était très riche en deutérium. Or, il se trouve que les comètes sont très riches dans leur phase gazeuse en deutérium. Donc, toutes ces indications nous indiquaient que ces poussières-là étaient de façon assez claire des poussières cométaires. Alors, une autre chose qui nous avait mis la puce à l'oreille pour dire que ces poussières étaient cométaires, c'est le fait qu'on ne connaissait pas grand-chose des comètes. Enfin, c'est-à-dire, elles étaient observées. Mais enfin, quand même, dans les années 80, pour les plus jeunes d'entre nous, il y a une comète qui s'appelle la comète de Halley. Alors, la comète de Halley est une des
une des comètes les plus connues dans l'histoire de l'humanité. Il y a même on peut remonter à des époques très anciennes, il y a des mentions de cette comète. Elle est même sur la tapisserie de Bayeux, pour ceux qui passeront quelques temps en Normandie, vous pouvez aller regarder, voir ça. Donc quand cette comète est revenue, à la fin des années 80, il y a 2 sondes qui l'ont survolée. Une sonde américaine et une sonde russe. Et ils étaient tombés sur une chose, alors c'était des observations uniquement de ce qui se passait dans la queue de la comète, c'est qu'ils étaient tombés sur ces particules qu'ils avaient appelées les particules CHON. Alors CHON, c'est pour carbone, hydrogène, oxygène, azote. C'était des particules qui avaient une composition anormale avec beaucoup de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Or ça, c'est pas du tout des éléments constitutifs des minéraux. C'est des éléments constitutifs de ce qu'on appelle la matière organique. Alors, nous, on appelle matière organique quelque chose qui ne vient pas de la vie, qui est juste des molécules carbonées un peu complexes. Au sens, on appelle matière organique ce qui est issu, on va dire, de ce qu'on appelle de la chimie organique. Pour ceux d'entre vous qui, peut-être ça vous dit quelque chose. Alors, donc ces particules-là, ce que disaient ces observations, qui avaient été plus ou moins oubliées dans le temps, c'est que dans les queues de cette comète, il y avait des particules qui étaient extrêmement riches en matière organique, donc en matière carbonée. Et c'est exactement ce que nous avons trouvé là, au centre de l'Antarctique. Donc, ça aussi, ça allait dans le sens de matériaux cométaires. Alors, l'autre chose, alors là, je vais attaquer un truc un tout petit peu technique, mais enfin, quand même, nous, ça nous a tellement amusé que je vais vous en dire un mot, c'est qu'en étudiant cette matière organique, on a vu une chose, c'est que les rapports azote sur carbone dans cette matière organique étaient bien plus élevés que tout ce qu'on connaissait dans les météorites. Et alors ça nous a... Pourquoi ça nous a particulièrement intéressé? C'est qu'en fait, ça nous a donné la clé pour comprendre l'origine de ces poussières. Pourquoi elles étaient complètement anormales? Parce que 80% de carbone, c'est totalement anormal. C'est qu'en fait, pour être si riche en azote, il y a un endroit où il y a beaucoup d'azote dans le système solaire. Alors, il est très réduit comme endroit, mais il y en a beaucoup. Et je vais vous montrer où c'est. C'est là. C'est, si vous regardez, la surface d'objets glacés comme Pluton, donc qui a été récemment survolé par la sonde New Horizons, eh bien, vous avez ici, vous allez voir des océans de méthane, d'azote et de CO gelé. Parce qu'il fait tellement froid que vous avez passé, je vous ai parlé avant de la ligne des glaces de l'eau, de la molécule H2O. Et si vous continuez à vous éloigner du Soleil, la température chute et vous allez commencer à condenser d'autres molécules qui sont plus volatiles, en particulier l'azote. Donc vous allez vous retrouver avec des paysages d'azote. Donc c'est ce qu'a vu la sonde New Horizons. Alors on était très très contents, nous, parce que New Horizons est arrivé 2 ans après qu'on ait sorti nos papiers sur les UCAM, là dont je vous parle, en disant qu'elle venait de surface azotée. Et donc ça, c'était une super confirmation. Ça arrive pas très souvent, on était contents. Mais je vais quand même vous montrer quand même les images du New Horizons, parce que je trouve qu'elles sont complètement bluffantes. Vous pouvez les trouver sur Internet, sur le site de la NASA, mais c'est quand même fabuleux d'avoir fait ça, parce que probablement, on ne reverra plus des images comme ça. Ça, c'est des vraies images de la surface de Pluton, survolée par la sonde New Horizons. Et donc, ce que vous voyez là, c'est des océans de glace d'azote. Et ici, vous allez voir apparaître, là, vous voyez ces zones légèrement brunâtres? Et bien, en fait, c'est de la matière organique. C'est la réaction de la glace lorsqu'elle est irradiée par le rayonnement cosmique galactique. Il y a des radicaux qui se forment, qui se complexifient, et c'est la surface des comètes, contrairement à ce qu'on croit, ou des objets glacés. Il y a certes de la glace, mais la plupart de ces objets-là sont en fait des objets très très sombres. Pourquoi ils sont sombres? Parce qu'en fait, ils
ils ont beaucoup de matière organique à leur surface et la glace, elle, s'est sublimée. Voilà. Et donc, ces parties-là, vous voyez, en fait, c'est des endroits où il peut y avoir 80, 90, 100% de carbone. Et pas de minéraux, parce que les minéraux, ils sont emprisonnés dans le corps, dans l'objet. Et donc, nous, ce qu'on a trouvé, c'est probablement des objets. Alors, on ne pense pas du tout qu'ils viennent de Pluton, on pense qu'ils viennent d'objets plus lointains, mais qui, ensuite, ont été envoyés dans le système solaire interne et qui ont relargué ces poussières-là. Voilà. Mais c'est quand même, enfin, moi, je trouve ces paysages complètement magnifiques. C'est incroyable d'arriver qu'ils soient parvenus à faire des images. Vous vous rendez compte que c'est enfin, aux confins du système solaire, ça, des planètes, quoi. Et là, maintenant, ils ont dépassé Pluton et ils imagent le premier objet ici, le premier objet transneptunien, qui ressemble d'ailleurs à un bonhomme de neige, c'est pas mal. Et ça, c'est des images, je vous les montre juste comme... Enfin, c'est les images donc vous la reconnaissez sans doute, de Chury, Churyumov-Gerasimenko, la comète qui a été imagée par la sonde européenne Rosetta. Et bien c'est pareil, sur cette comète, la surface de cette comète est extrêmement riche en matière carbonée, pour la même raison. Donc cette matière organique est très importante pour nous, parce qu'en fait, cette matière organique est très ancienne, elle a été formée exactement de la même façon au début du système solaire, et c'est probablement elle qui a d'une certaine façon, enfin, au sens où cette matière organique a été l'apport de carbone sur les jeunes planètes. Donc, si on s'intéresse en particulier aux molécules qu'on appelle prébiotiques, c'est-à-dire avant la vie, les briques qui permettent ensuite, par exemple, dans cette matière organique, il y a des molécules, il y a très probablement des acides aminés, il y a des choses comme ça, qui sont les briques élémentaires avec lesquelles ensuite la chimie du carbone peut se complexifier et peut-être éventuellement arriver à nous dans cette salle. Voilà. Je crois que je vais arrêter là. Je vais juste vous dire un mot. Je ne sais pas si j'en suis où là, de mon temps. C'est bon? Ah oui, pile 7 heures. Donc, après, je peux vous dire un mot d'autre chose. Mais bon, peut-être s'il y a des questions après, c'est ça? Oui. Bon, du coup, je ne vais pas trop tarder à arrêter, comme ça, il y aura du temps pour les questions. Alors, là, je vous indique juste une chose, parce que j'espère que ça verra le jour, c'est que là, il y a un projet pour que la France se dote d'un centre de conservation de la matière extraterrestre qui sera assez important, qui permet de réunir les échantillons dont je vous ai parlé. C'est-à-dire la collection, par exemple, nationale de météorites qui est au muséum. Alors, il y a d'autres collections en France, mais celle du muséum, on pourrait à ce moment-là la conserver à cet endroit-là, rénovée, et les collections de poussière, mais aussi des collections de futures missions spatiales, comme la mission MMX, donc, qui va échantillonner Phobos. Et ça, c'est particulièrement important parce que donc on a des contacts très étroits avec nos collègues japonais depuis très longtemps. Moi, personnellement, je bosse avec eux depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est des petits mondes, hein, c'est pas non plus des communautés si étendues que ça, donc on se connaît après vraiment bien. Et là, il y a un accord entre la France et le Japon pour que cette mission spatiale qui doit échantillonner la Lune de Mars, Phobos, puis ramener des échantillons sur Terre en 2030, il y aura une partie de ces échantillons qui seront envoyés en France pour être conservés et pour être distribués aux équipes scientifiques. Donc pour ça, il faut constituer absolument un centre de conservation, parce que c'est pas du tout évident de manipuler des grains comme ça. Et donc ça, c'est une chose qu'on veut faire ici au Muséum d'Histoire Naturelle, et donc du coup avoir un centre de conservation de la matière extraterrestre à cet endroit-là, qui aura, alors la raison principale pour laquelle je vous en parle, c'est que ce qu'on souhaite faire là, c'est une interface assez développée avec le public, pour le genre de conférence que je fais là. Et donc j'espère que ça aura lieu, et si ça a lieu, j'espère que vous pourrez venir pour voir les conférences qui s'y dérouleront. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
conférence, Jean. J'ai d'abord une petite première question sur quand tu calcules tes flux là, d'entrée atmosphérique, enfin, ton étudiant. Est-ce que vous avez aussi regardé un peu la glace qui est en surface? Et est-ce que depuis 50 ans, vous voyez une augmentation des déchets liés à nos satellites de télécom, etc., qui peuvent être piégés dans cette glace-là ou pas? Alors, malheureusement, alors, la glace de surface, je l'ai étudiée parce que j'ai commencé par ça, parce que c'est ce qui est plus facile. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que autour de la base, mais jusqu'à, en fait, très loin, on est dominé par la poussière produite par la base. Et parce que, alors, pour te raconter, la première fois que j'y suis allé en 2000, donc il y a plus de 20 ans, donc j'étais avec un ingénieur, on a fondu de la neige de surface. Donc déjà, il n'y a pas de glace à Domsée. La glace, elle démarre à 160 mètres. C'est un des avantages de l'endroit. J'ai peut-être pas insisté sur ce point-là, mais c'est que les micrométéorites sont en fait piégées dans de la neige. Donc du coup, elles n'ont pas de contraintes mécaniques, ce qui est aussi la raison pour laquelle on arrive à trouver ces grains friables. Mais donc la première fois qu'on a fondu un volume de neige, on est tombé sur plein de grains noirs. Alors au début, tout au début, moi j'étais particulièrement content. Et jusqu'à ce que je fasse un petit calcul, une petite règle de 3 pour me dire que c'était pas possible qu'il tombe autant de matière extraterrestre. Et donc en fait ce qu'on voyait c'était toutes les fumées de la base, bon. Donc en fait malheureusement les couches de surface à l'échelle où nous regardons, c'est-à-dire quand même de phénomènes assez rares, sont malheureusement noyés dans la pollution locale de la base. Donc on a tenté de s'éloigner de la base un petit peu dans l'esprit de ta question, c'est-à-dire de voir des choses récentes. Et malheureusement, même en allant, alors on peut pas s'éloigner, comme je disais, on ne va pas très vite là-bas. C'est-à-dire qu'on va à 5-6 km/h. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller très très loin. On ne peut pas s'éloigner à plusieurs jours parce que c'est trop dangereux. Et donc du coup, on est même à une journée, on est allé à une journée, ce qui était le maximum. Et la neige restait en fait suffisamment polluée à notre échelle pour que ce soit pas jouable de regarder des couches de surface. Voilà. Donc peut-être parce que c'est relié à ça directement, mais est-ce que tu dates tes glaces oui. Signature isotopique, etc. Alors en fait, il n'y a même pas besoin de signature isotopique, c'est que quand on creuse une tranchée comme ça, alors moi j'ai appris ça en allant là-bas parce que je suis absolument pas glaciologue, c'est que c'est vraiment, il y a ce qu'on appelle des horizons, c'est-à-dire que la neige se tasse et elle a des structures de densité différentes, c'est-à-dire on peut vraiment suivre. Donc vous voyez, une tranchée, ça fait 40 mètres de long. On est alors ça dépendait des tranchées, on peut être à 5 mètres, 6 mètres, 8 mètres de profondeur. Rarement quand même, on a fait 15 mètres une fois, mais c'était vraiment, c'est le maximum près. Mais même là, on peut suivre tout du long une couche avec une certaine densité. Et donc, ça, si jamais après en discutant avec les glaciologues, ils vont nous dire exactement à quoi ça correspond. Alors, pour être tout à fait précis, vous voyez, il tombe 3 cm d'eau par an, donc ça représente 5 cm de neige à peu près, on va dire. Puis quand on à 10 mètres de profondeur, ça se tasse un peu, ça fait 5 cm. On n'est pas capable, nous, de faire des collectes sur une année, parce qu'en fait, la neige se mélange un petit peu. Donc, nous, ce qu'on est capable de faire quand on fait des... Alors évidemment, on essaie d'être le plus serré possible pour avoir une datation la plus précise possible. Mais en gros, on connaît notre âge de chute à, disons, plus ou moins 20 ans. C'est à peu près ça. Ce qui est déjà très, 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 très bien, parce que la plupart des objets... Faut bien réaliser un truc, hein, la plupart des objets extraterrestres qu'on étudie, à part des chutes qu'on voit, on ne connaît absolument pas leur date d'arrivée sur Terre. C'est très rare de connaître la date d'arrivée sur Terre d'un objet. Donc nous, à plus ou moins une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, on est très content. Voilà. L'autre chose peut-être en complément par rapport à ça,
les objets, donc vous voyez qu'on étudie En fait, c'est le flux contemporain de poussière, c'est celui qui tombe actuellement. Vous voyez par exemple, les collectes au milieu des océans, c'est des objets qui sont tombés sur Terre il y a 100 000 ans. Nous, on va échantillonner le flux actuel. Oui. On peut faire une correspondance entre le flux dont vous nous avez parlé et les teneurs de la poussière interstellaire ou interplanétaire. Est-ce qu'il y a une correspondance? Est-ce que c'est en accord? Alors, oui. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui prévoient le flux de poussière au niveau de l'orbite terrestre, donc le flux de poussière à une unité astronomique. Et ces modèles collent assez bien avec ce qu'on a observé. Mais quand même pas, je vais quand même dire un mot là-dessus, parce que... Voilà. Alors, est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas là. Ah, dommage. Mais, bon, en gros, les modèles tombent à peu près sur la courbe que nous avons, sauf pour les basses masses, les objets les plus petits. Et alors là, par contre, il y a un très violent désaccord. C'est-à-dire que les modèles prévoient énormément de petites poussières, de toutes petites, que clairement nous ne voyons pas. Et donc ça, nous ne savons pas à quoi c'est dû. Alors là, il se passe la chose tout à fait normale, c'est que les gens qui font les modèles nous disent « c'est parce que vous ne les avez pas trouvés ». Il faut chercher parce qu'elles sont là. Et puis nous, on dit aux gens qui font des modèles qu'il n'est pas inenvisageable que leur modèle ait peut-être besoin d'être un tout petit peu revu. Mais moi, je suis à peu près sûr qu'il faut qu'ils revoient leurs calculs. Non, mais il y a une raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est justement la fraction en masse, c'est-à-dire les petites masses sont la fraction en masse dans laquelle on est le meilleur. On est les plus... On a le moins d'incertitude. En particulier, c'est là où on a le plus de grains. Donc si jamais... Ce qu'il y a, c'est que eux, ce qu'ils prévoient, c'est vraiment des ordres de grandeur au-dessus de ce que nous, on trouve. Et on peut... Moi, je veux bien qu'on se plante d'un facteur 2, mais se planter d'un facteur 100, non. Ça, on l'aurait vu. Et donc, je pense qu'ils ont un souci. Je veux bien qu'on voit nos trucs, mais pas d'un facteur 100. Voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un impact du champ magnétique terrestre sur la distribution des poussières sur la surface? Je pense que ça n'a jamais été réellement évalué de façon précise. J'aurais plutôt tendance à penser que c'est très faible. La raison, c'est que les poussières que vous voyez là, c'est des poussières qui sont comprises entre, disons, pour les plus petites, 20 microns. Donc, vous voyez, et puis, quand même, la plupart, hein, elles sont autour de 50, 100 microns, 200 microns. C'est à peu près la taille d'un cheveu, quoi. C'est un dixième de millimètre. Alors, ça paraît petit comme ça, mais enfin, c'est quand même bon, enfin, en tout cas pour nous, c'est des beaux objets. Ce que je veux dire par là, c'est que pour courber ça magnétiquement, il faut déjà y aller, quoi. Ce que je veux dire, c'est ce qui est courbé très très facilement, c'est des beaucoup plus petites molécules ou alors évidemment des atomes. Là, eux, ils vont être complètement leur trajet va être violemment modifié par le champ magnétique terrestre. Par contre, ce qui peut jouer, c'est les flux atmosphériques, parce que ces poussières-là vont être ralenties violemment dans l'atmosphère autour de à peu près à 60 km de hauteur. Donc c'est ça qui fait les étoiles filantes. Hein. Alors les étoiles filantes, c'est des objets qui sont un peu plus gros que ceux que je vous ai montrés. Les étoiles filantes, c'est à peu près des objets qui font quelques, disons pour celles qui sont très rapides, le millimètre, puis quand c'est un petit peu plus long, quelques millimètres, et puis si c'est vraiment très très long et puis qu'à la fin il y a un petit pouf, là c'est 1 centimètre à peu près. Et c'est quand même des petits objets. Du coup, je ne sais plus pourquoi je vous raconte cette histoire d'étoiles filantes. Oui, voilà. Alors,
les petits objets, vraiment comme les 20 microns, là, c'est-à-dire ça, ça a une densité assez faible. Il est possible que les temps de résidence dans la haute atmosphère soient assez longs. Et donc là, à ce moment-là, ça peut jouer, non pas le champ magnétique, mais les courants. Voilà. Bon, mais a priori, c'est relativement bien mélangé, puis après, ça tombe. Voilà. Voilà. Oui. La taille de ceux qui ont été retrouvés au fond de l'océan, c'est quoi? Alors, c'est globalement beaucoup plus gros que nous. Enfin, beaucoup. Chacun son monde. Mais disons, moi, je considère que 200 microns, c'est déjà une grosse bête. Et eux, ils trouvent des monstres de 500 microns. Il faudra vous dire. Hein. Je ne sais pas comment ils les portent. Mais alors, pourquoi? Il y a une raison à ça. C'est que, bon, déjà, première chose, ça, au fond des océans, c'est détruit immédiatement. L'autre chose, c'est que plus c'est gros, plus ça fond. Et la raison à ça, c'est que si vous arrivez dans la haute atmosphère avec un bon gros objet, disons, on va partir à 1 millimètre, on va dire, ce qui se passe, c'est qu'il va rencontrer, c'est-à-dire que pour qu'il s'arrête, il faut voir que les vitesses de ces objets, c'est de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres par seconde, ou disons 10 kilomètres par seconde pour ceux qui sont les moins rapides. C'est des vitesses qui sont très conséquentes. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la NASA ou le CNES se soucient beaucoup de ces objets-là dans l'espace, parce que ça fait vraiment des dégâts sur les satellites. Et donc, un objet lancé à 20 km/s dans la haute atmosphère, bah ça fond, et plus c'est gros, plus ça va mettre de temps à s'arrêter, à rencontrer son volume. Donc ça veut dire que, grosso modo, les gros objets vont beaucoup plus chauffer que les petits, parce que les petits s'arrêtent plus facilement. Donc en gros, quand vous allez vers des particules qui font 200, 300, 400, 500 microns, vous n'avez plus du tout d'objets non fondus. Ils sont tous fondus. C'est tous des sphérules cosmiques. Et alors après, l'autre chose, c'est qu'au fond des océans, ces objets-là qui ont complètement fondu, qui ont perdu d'ailleurs, pour certains d'entre eux, 80% de leur masse en fondant, c'est des objets qui sont très résistants. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à les trouver 200 ans. Donc voilà, donc ils sont plus gros, plus résistants, et on arrive à les trouver au fond des océans. Oui ? Combien de temps avez-vous passé en Antarctique? Alors, j'y ai passé... alors, je ne pourrais pas te dire en cumulé comme ça, je ne ferai pas le... Mais voilà, je vais dire ça comme ça. C'est pour aller en Antarctique, en tout cas du côté français, c'est-à-dire en y allant en bateau. Parce que, par exemple, les Américains, ou alors les Australiens, ou les Anglais aussi, ils y vont en avion. Donc, c'est beaucoup plus rapide que nous. Mais, donc, moi, ce que je faisais, c'est que c'était des missions qui duraient à peu près 3 mois à chaque fois. Donc, on met à peu près, et on passe presque, enfin, disons, au moins 1 mois de voyage. Enfin, séparé en 2, quoi. Parce qu'il faut aller déjà de l'autre côté de la Terre, il faut aller en Australie. Déjà, ça prend 1 jour ou 2. Et puis ensuite, après, il faut faire le trajet en bateau, qui peut être assez long. Il peut mettre 10 jours, mais il peut aussi mettre 15 jours. Il peut mettre plus à cause de la glace. Et ensuite, sur place, en Antarctique, pour creuser nos tranchées, là, et puis faire on passe à peu près 1 mois, 1 mois et demi sur place. Puis après, c'est le trajet de retour. Alors, la raison pour laquelle on ne reste pas plus aussi, indépendamment du fait que, bon, il y en a qui aiment beaucoup ça, il y en a, enfin, moi, il y a un moment où on a envie de rentrer aussi. Hein. Mais c'est que, en fait, on ne peut pas rester au centre de l'Antarctique. On peut, au plus tôt, on y arrive en, disons, fin novembre. Après, on peut rester en novembre, décembre, janvier. À partir de fin janvier, on évacue tout le monde parce qu'il se remet à faire froid. Puisque quand c'est l'hiver chez nous, c'est l'été là-bas. Alors voilà, exactement. Nous avons un été très court. Je suis bien d'accord. Ouais.
J'y suis allé 6 fois, je crois. Oui, 6 fois. Ça commence à... Ah, il y en a qui y vont encore plus que moi. Il y a, par exemple, il y a les glaciologues. Chez eux, c'est leur... Là-bas, c'est... Nous, on est un peu des intrus. Là-bas, c'est leur... C'est chez eux. Vous avez plein de gens à Grenoble en particulier qui sont particulièrement spécialistes de l'endroit. Oui. Oui. Étant donné que ces poussières sont extrêmement petites, parce que 5 micromètres, on ne les voit pas à l'œil nu, pratiquement. Pratiquement, oui. Je me pose la question que leur entrée dans l'atmosphère, ensuite leur séjour dans la neige, quelle que soit, enfin, à une température très basse, mais je me pose la question si chimiquement, elles ne se dégradent pas, elles ne changent pas leurs caractéristiques. Et il y a une autre chose qui me tracasse, enfin, une question, c'est que je suppose que quand la Terre avance à cette vitesse folle autour du Soleil, je suppose que du côté du pôle où vous ramassez ces poussières, ces poussières, elles n'entrent pas verticalement sur les pôles, du fait du mouvement de la Terre, le long de l'elliptique. Donc, j'imagine que ces poussières, étant donné que leur masse est tellement petite, que l'inertie est à peine. À peine. Bon. Donc, j'imagine que ces poussières risquent de rester longtemps dans l'atmosphère et que les vents peuvent les transporter à des distances très grandes. Donc, elles séjournent dans l'atmosphère quand même pendant un temps long, et puis ensuite elles tombent dans la neige, et je me pose la question de comment ces poussières ne sont pas impactées par un effet chimique, quoi. Qu'elles ne soient pas polluées, quoi. Absolument, absolument. Alors, la question que vous posez est une question qui est complètement centrale dans notre métier, quand on étudie la matière extraterrestre, qui est d'arriver à distinguer, quand on étudie un objet, ce qui relève de l'objet lui-même et ce qui relève de ce qu'on appelle l'altération terrestre. Alors, la plupart des objets que nous étudions ont subi des altérations terrestres fortes. C'est-à-dire, si vous regardez des sphérules qu'on trouve au fond des océans, des sphérules qu'on trouve dans des champs de glace, par exemple, des sphérules qu'on trouve dans des sédiments marins, dans des sédiments terrestres, des sphérules extraterrestres. La grande surprise que nous avons eue en étudiant les grains au centre de l'Antarctique, ça a été de trouver des grains qui étaient dans un état de conservation, c'est-à-dire un état, disons, un niveau d'altération terrestre incroyablement bas. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bas. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que nous avons des marqueurs de ça. On a des traceurs de ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais je vais en donner un. Il existe dans ces poussières, de façon originelle, des phases qui sont avec du soufre. En particulier, ce qu'on appelle des tout petits sulfures de fer. Ces sulfures de fer sont microscopiques, puisqu'ils sont à l'intérieur. Vous voyez, le grain, lui, est déjà petit, mais le sulfure de fer, il est encore plus petit dedans. Ces sulfures de fer sont très réactifs à la température et à l'eau. Vous mettez ça avec un tout petit peu d'eau, pouf, ça devient des sulfates et pouf, ça disparaît. La surprise, mais qui était une vraie surprise, c'est-à-dire au sens où c'est vraiment de la science naturelle, c'est-à-dire avec ma collègue, on étudiait ces grains, le truc qui nous a frappé d'emblée quand on a commencé à les regarder de près, c'était maculé, il y avait des sulfures partout, beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus que tout ce à quoi nous étions habitués. Et ça, c'est exactement ce que je vous décris. C'est-à-dire que ces sulfures qui avaient disparu dans toutes les autres collections, parce qu'ils avaient été altérés, étaient dans les nôtres. Et c'est pas parce qu'il y avait quelqu'un qui avait rajouté des sulfures à l'entrée atmosphérique. Oui.
C'est parce qu'ils étaient là et qu'ailleurs, ils avaient disparu. Donc, et alors maintenant, il y a une raison à ça. Et la raison à ça, qu'on n'a pas comprise non plus au début, on a mis du temps avant de la comprendre, c'est que Dôme C, donc c'est au centre de l'Antarctique, comme je vous le mentionnais sur un des diapos, il fait entre moins 30 et moins 80. Bon, donc, ok, c'est l'Antarctique, il fait froid. Mais même en Antarctique, c'est un endroit qui est exceptionnel pour ça. Parce que si vous prenez la côte antarctique, la Terre Adélie par exemple, où nous avons fait beaucoup de recherches de micrométéorites, on a des collections de Terre Adélie, ben, la Terre Adélie, c'est l'Antarctique, il fait froid, mais en été, il y a de l'eau liquide. Il y en a. Tous les ans, il y a de l'eau liquide là. Il y a quelques jours par an où la glace fond légèrement, voilà. À Dôme C, moins 30, moins 80, vous n'avez jamais de liquide. Au fond de la tranchée, là où nous collectons nos micrométéorites, il fait moins 50, 365 jours par an, 24 heures. Donc ces particules sont les seules. C'est très très rare sur Terre d'avoir des endroits où vous n'avez pas du tout de liquide. Il y a très peu d'endroits sur Terre comme ça. Ben, cet endroit-là, on est un. Et donc, ça fait des grains qui sont en fait, de facto, parmi les mieux préservés que nous connaissions. Alors, de là à dire qu'il n'y a aucune altération, non, il y a certainement des altérations, mais sauf qu'elles sont beaucoup plus faibles que toutes celles ailleurs. Et le problème, après, de pouvoir les reconnaître, c'est que pour pouvoir vraiment les identifier, il faudrait arriver à trouver des grains qui n'en ont aucune. Vous voyez ce que je veux dire, pour comparer. Et donc ça, par exemple, c'est un des trucs qui est complètement fabuleux avec les missions spatiales, c'est que les missions spatiales vous donnent des échantillons qui n'ont pas d'altération terrestre. Sauf qu'après, c'est des échantillons d'un seul corps. Donc voilà. Mais voilà. Voilà la réponse à la question. Oui. Il semble dans la distribution de ce que vous nous avez montré qu'il y a une faible présence d'éléments lourds comme le fer et le nickel. Oui, absolument. Alors, c'est pas tout à fait. Je ne sais pas pourquoi ce truc me tient. Attendez. Si on compare, ça dépend à quoi on compare. Si on compare à la croûte terrestre, nos matériaux, c'est-à-dire les matériaux primitifs du système solaire et nos micrométéorites, ont en fait proportionnellement plus de fer et plus de nickel que le monde auquel nous sommes habitués là, si on fait une moyenne. La raison à ça, c'est que nous vivons sur une planète qui est différenciée et dont l'essentiel du fer est parti dans le noyau. Donc de ce point de vue-là, nous avons plus de fer. Alors, par contre, là où je pense que c'est la raison de votre question qui est très juste, c'est que, effectivement, proportionnellement, par rapport aux autres éléments, silicium, magnésium, le fer est tout petit. Il y en a beaucoup moins. Alors ça, la raison, elle est très profonde, et c'est une raison qui prédate le système solaire, c'est la formation des noyaux dans l'univers. Vous allez former... Les étoiles sont ainsi faites qu'elles vont former d'abord, donc vous partez avec des noyaux très légers, essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, et ensuite après vous allez former du carbone et de l'oxygène. Donc le carbone et l'oxygène déjà au départ sont les plus abondants. Et ensuite après, la courbe d'abondance des éléments décroît, et donc vous avez de façon générale dans l'univers beaucoup moins de fer que de noyaux plus légers. Et encore, le fer a cette particularité d'être, comme c'est alors bon, après c'est le physicien nucléaire, il se trouve que c'est le noyau le plus stable. Donc en fait, il est légèrement plus abondant que ses copains à côté. Mais bon, il reste quand même peu abondant. Parce que pour faire du fer, comme on dit, il faut vraiment des grosses bêtes, quoi. Il faut des grosses étoiles. En gros, il faut des supernovas. Voilà. On peut pas faire de fer avec des étoiles comme le Soleil. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de fer. C'est le plug de ta photo. Oui. Si tu veux, avec le fer, tu peux montrer à quel point
il est beaucoup plus bas, oui, il est des ordres de grandeur plus bas. Oui, oui, absolument, absolument. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez jamais pensé à faire des pièges pour capter ces petites météorites? Ah, j'aimerais beaucoup. Je ne sais pas si Ah non, 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 mais je suis très sérieux. Si, oui. Nous y avons beaucoup pensé, nous y pensons tellement je pense qu'on va le faire. Mais c'est compliqué. Parce que moi, au départ, je rêvais d'un truc dans le genre papier tue mouche. Non, mais ce que je veux dire, c'est l'idée, c'est d'arriver à attraper ces bestioles avant qu'elles touchent le sol. Ça, pour moi, ça, c'est un véritable enjeu. Parce que l'enjeu, là, c'est qu'on s'affranchit de tout ce qu'on est obligé de faire pour arriver à les choper une fois qu'elles sont emprisonnées dans une matrice, que ce soit de la neige ou autre chose. Ce qui est compliqué, là, c'est qu'il faut arriver à filtrer des très gros volumes de façon très propre pendant longtemps et arriver à les concentrer dans un petit filtre. Parce que quand même, on est en train de chercher des objets rares, hein. C'est-à-dire qu'une manip comme ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc il y a des premières tentatives qui ont été faites. C'est pas nouveau, hein, au sens où il y a des gens qui y pensent, je ne suis pas le seul. Voilà. Il y a eu 2 manips. Il y a une manip américaine qui a tourné à South Pole, sur la base Scott Amundsen, qui a plus ou moins marché. Enfin, c'est pas encore hyper concluant. Et puis, il y a une autre manip anglaise, je crois, qui a été tentée aux îles Marshall, donc c'est des îles du Pacifique, qui, elle, n'a pas marché. Enfin, que je sache. Voilà. Donc, nous, on a aussi des idées dans cette direction. Je pense que quelqu'un va réussir à un moment. Et ce sera drôlement intéressant, parce que là, ça revient à attraper les particules avant qu'elles touchent le sol. Donc oui. Non, il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne soit pas possible. Ça doit être possible, mais c'est juste techniquement pas simple. Et pourquoi ne pas aller les chercher à l'extérieur de la couche d'air? Je parle des satellites. Alors ça a été fait. Absolument. Ça a été fait dans les années... Alors, je me demande si... Non, je ne l'ai pas, malheureusement. Je pensais, j'ai peut-être une image. Non. Bon. Ouais, non, je ne l'ai pas. C'est les Américains, dans les années... Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises. Dans les années 70, avaient envoyé un satellite qui s'appelait le Long Exposure Duration Facility. C'était un truc de dingue. Un satellite de la taille d'un bus. Bon, ils avaient envoyé ça. Et puis le machin devait revenir, je ne sais plus, 1 an après. Et puis ça ne s'est pas bien passé. Le truc est resté en orbite beaucoup plus longtemps que prévu. Alors j'avais rencontré un collègue à la NASA qui avait expliqué qu'ils avaient complètement abandonné ce machin. Ils s'étaient dit, bon ben voilà, il va rester là-haut, très bien. Et donc ce truc, et puis le département de l'énergie un jour est venu les voir et leur a dit, vous savez ce truc-là, ça revient. Alors c'est le genre de truc, enfin, mon collègue rigolait quand il dit ça parce que c'est le genre de personnes quand ils disent ça, ces gens-là ils les voient rarement, mais ces types-là quand ils veulent quelque chose ils l'obtiennent et souvent la raison ils ne disent pas pourquoi le truc revient. Mais le truc devait revenir, donc c'était des raisons qui n'étaient probablement pas scientifiques. Pas scientifique au sens où nous travaillons. Et donc le truc est... Ils ont fait revenir le truc bien après, et donc il y avait des panneaux, ils avaient exposé des panneaux donc exactement ce que vous dites, c'est-à-dire en dehors de l'atmosphère. Et les panneaux sont du coup restés exposés beaucoup plus longtemps que prévu, donc il y avait ça a capturé beaucoup de ces poussières. Et donc, ça a été une des premières études du flux de matière extraterrestre a été fait avec ces objets-là. Et avec ces panneaux. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, ça vous donne
une idée de ce qu'il y a avant l'entrée atmosphérique, avant que toute une partie des particules soit vaporisée à l'entrée atmosphérique. Donc ça, c'est super. Problème, c'est que... Ah bah, génial. Ah mais c'est super que vous l'ayez trouvé. Fabuleux. Donc ça, voilà, ça c'est le LEDF. Donc c'est vraiment un truc, moi je m'étais pas rendu compte, j'en parlais souvent dans mes... Parce que c'est une manip qui a produit un papier qui est très très cité sur le flux de... Mais je m'étais pas du tout rendu compte de la taille de l'objet. Hein. Ça a la taille d'un bus. C'est un gros objet. Alors, donc, on a accès comme ça au flux préatmosphérique. Le gros problème, c'est que vous avez exposé des panneaux à des particules qui vont à 20 ou 30 km par seconde. Et donc, résultat, vous ne trouvez pas les particules. Vous trouvez le truc, ça fait des cratères. C'est-à-dire que c'est impacté. Vous avez un cratère avec, au fond du cratère, un vague résidu complètement détruit de la particule. Donc, on peut à la fois faire des trucs super bien sur le flux. Vraiment, ça a été un papier qui est le papier. Ben, d'ailleurs, c'est la seule façon. Enfin, il n'y en a pas eu d'autres parce qu'il n'y a pas eu d'autres manips comme ça, parce que c'est quand même une manip un peu incroyable. Mais on n'a pas pu beaucoup étudier, et ça a été un petit peu étudié, les résidus dans les cratères d'impact, mais quand même, c'est une matière qui a vraiment énormément souffert. Donc, par exemple, toute la matière organique dont je vous parlais, là, tout ça, c'est fini. Donc voilà. Donc, d'une certaine façon, l'atmosphère nous est bizarrement c'est un ralentisseur qui est très très mauvais pour 90% des particules, c'est-à-dire ça les détruit. Mais si vous allez regarder le 1% ou 2% qui n'est pas détruit, bah ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Voilà. Ah oui, c'est des super vues. Ah, c'est formidable, je n'avais jamais vu ces images. 1984-1990 en termes de durée. Ah, et voilà, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup plus long que ce qu'ils avaient prévu. Je crois qu'il était supposé revenir assez rapidement, cet objet, et puis bon, ce satellite. Et puis finalement, il est resté très très longtemps, et voilà. Donc ça a permis la première mesure, et d'ailleurs la seule pour l'instant, du flux préatmosphérique, du flux de poussière préatmosphérique, qui a été fait par un Américain qui s'appelle Don Brownlee, qui était un des grands spécialistes, qui est toujours un des grands spécialistes de la poussière extraterrestre. Ce sont des poussières minuscules, comme du talc, peut-être même plus petit. Est-ce que la nature de ces poussières, moi je ne suis pas physicien ni chimiste, mais la nature de ces poussières, bien sûr, elle vient de l'espace. Est-ce qu'on peut les comparer avec les météorites? Parce qu'il y a des météorites qui sont terreuses. Absolument. Il y a des météorites qui sont ferreuses. Absolument. Absolument. Et alors, les poussières, il n'y aurait pas de poussières qui seraient terreuses et d'autres qui seraient... Enfin, absolument. Vous avez... Celles qui seraient ferreuses, elles pourraient être déviées par les champs magnétiques terrestres. Oui. Éventuellement. Vous avez absolument raison. Ces poussières se comparent tout à fait aux météorites, et il y a quelque chose de très frappant dans le monde de la poussière par rapport au monde des météorites. Si vous regardez le monde des météorites, c'est en fait un monde qui est au fond assez compliqué. Moi, par exemple, je ne venais pas de cette science-là, et quand la première fois que j'ai vu tous les différents types, toute la zoologie, il y a vraiment des choses très, 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 très différentes dans les météorites. Et la raison à ça, c'est qu'en fait, ces objets-là vous donnent un échantillonnage du système solaire interne, de tous les objets, des histoires compliquées de chaque objet. Quand je dis objet, là, je parle du corps parent, de celui qui a émis la météorite. Si vous regardez les poussières dont je vous parle, eh bien, ce n'est pas du tout ça. Ces poussières sont incroyablement ressemblantes les unes aux autres. Elles ressemblent toutes à ce qu'on appelle
du côté des météorites, pour les spécialistes, des chondrites carbonées. C'est des météorites qui ne sont pas du tout ferreuses, qui sont au contraire des météorites pierreuses, et même des météorites pierreuses assez charbonneuses, on va dire. Et bien, toutes les poussières ressemblent à ça. Alors, c'est bizarre, mais en fait, si on y réfléchit, on peut comprendre pourquoi. C'est parce que l'essentiel des petits corps du système solaire sont comme ça. Et il se trouve juste que dans les météorites, on a tendance, il y a un biais observationnel qui fait qu'on voit beaucoup plus d'objets différents, alors qu'en fait, l'essentiel des petits corps du système solaire ressemble aux poussières, parce que sinon, nous, on aurait des poussières très différentes les unes des autres. Le système scolaire le système solaire est beaucoup plus homogène qu'on ne croit. Et il ressemble à ces poussières et à la matière, disons, justement pas ferreuse, mais pierreuse et légèrement charbonneuse de la météorite d'Orgueil ou de ce type de météorite. C'est ça la moyenne. Voilà. Donc, donc de ce point de vue-là, les poussières ressemblent. Oui. Après, il y a quelques poussières, il y a quelques micrométéorites de pur métal, mais qui ont une origine un peu particulière. Et c'est vraiment pas du tout la règle. Voilà. Donc c'est des silicates alors. Absolument, c'est principalement des silicates, absolument. C'est le monde des silicates. Après, il y a différents types de comment dire, il y en a qui sont plus ou moins hydratés, plus ou moins anides. Voilà. Avons-nous une idée de pourquoi est-ce qu'il y a une surabondance du lithium par rapport pas du tout? Alors oui, mais il se trouve que, je rigole parce qu'il se trouve que, figure-toi que dans le TGV qui m'a amené ici, qui avait un retard de fou, parce que j'ai loupé la conférence que je devais faire à Lyon, j'ai passé du temps à re-regarder mes diapos pour ce soir, pour vous les préparer, puis mettre des trucs qui me semblaient mieux. Bon. Je suis tombé sur je ne sais pas si vous avez tous entendu la question qu'il a posée, mais il a signalé que sur la courbe où on compare Orgueil et le Soleil, vous voyez, cette droite de pente 1, qui est quelque chose qui est quand même un truc complètement de dingue, hein, parce que c'est sur 10 ordres de grandeur, c'est complètement dingue. Ben, il y a un point, que tu as bien eu raison de noter, qui est le fait que le lithium est plus abondant dans les météorites que dans le Soleil. Eh bien, non, enfin je rigole parce que sur le trajet du TGV, je me suis dit, ah mince, il y a ce truc dont je connaissais la raison et dont je n'arrivais plus à me souvenir, dont d'ailleurs je ne me souviens toujours pas très bien. Donc c'est pour ça que je vais être obligé de faire une réponse un peu délicate, à moins que quelqu'un ici la connaisse, mais je pense qu'il y a un phénomène de destruction du lithium, parce que le lithium, beryllium, bore, c'est des noyaux qui sont détruits dans les étoiles plus que produits. Et donc, il est possible que l'overabondance du lithium soit liée à une destruction du lithium. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui saura ça mieux que moi. Dans le rayonnement cosmique galactique, ça produit beaucoup d'ions lourds, et il y a une surabondance des éléments légers, du beryllium et du lithium, par rapport aux abondances dans le système solaire. Non, oui, alors ça c'est vrai pour le GCR, hein, pour le rayonnement cosmique galactique. Ça c'est la courbe à ce moment-là monte de plusieurs ordres de grandeur. Mais dans les météorites, je suis pas certain que ce soit la même explication, parce que, à moins qu'il y ait beaucoup d'implantations, mais je pense pas que le flux de GCR... Enfin, je sais pas. On va rentrer dans une discussion très spécialisée là. Mais figure-toi que je me suis posé cette même question. Mais la réponse existe, parce qu'en fait, le lithium beryllium bore a la production du lithium beryllium bore, en particulier la production qui vient d'être décrite, c'est-à-dire la production non stellaire, ce qui est un cas particulier de nucléosynthèse d'éléments. C'était la grande question des années 70-80 et elle a été vraiment résolue. C'est-à-dire on sait maintenant. Voilà. On va remercier à nouveau